500 hectares de terre sous les eaux, conséquence, une baisse de 2700 tonnes dans la production. Et cela se passe dans le périmètre risicole de Bagré. Nous nous rendons dans un instant sur le terrain pour un constat de la situation. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Après plusieurs reports, le lancement de la route Goungé-Fada-Piega, frontière du Niger, est prévu pour ce 19 septembre. Cette nationale numéro 4 dans un état de dégradation avancée est cause de calvaire pour plusieurs transporteurs. C'est donc avec beaucoup d'espoir que la nouvelle est accueillie. Témoignage sur place avec notre équipe. Le Djambélé ou le Nouvel An chez les Bobo Mandarins, une célébration marquée au 10e jour du mois lunaire par des activités socio-culturelles. Ce soir, nous partons à la découverte de cette fête historique avec nos reporters. Au-delà de l'aspect distractif, la pêche a aussi des vertus sportives. C'est à cet aspect que nous nous intéressons ce soir. L'amélioration de la patience, du sang-froid et de la condition physique à la connaissance dans cette édition de l'Association des pêcheurs en ligne du Faso qui œuvre à la promotion de l'activité. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Et pour ouvrir cette édition, elles étaient toutes ou presque au rendez-vous de la Maison du Peuple cet après-midi. Il s'agit des femmes du mouvement du Peuple pour le Progrès. Avec elles, c'est le quinquennat 2015-2020 qui est porté à la loupe avec un bilan et des perspectives. Elles appellent également à renouveler la confiance au candidat du parti, le président Kabouri. L'ambiance avec Moussa Oudraogo et Sébastien Zongo. C'est un public majoritairement féminin à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Elles sont venues de plusieurs localités du pays pour l'Assemblée générale des femmes du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Une seule motion ressort de cette rencontre, celle de voter pour le candidat Roch-Marc Christian Kabouré à la prochaine présidentielle au regard des réalisations du Programme national de développement économique et social en faveur notamment des femmes. Depuis 1960, il y a eu des gouvernements. Ce qui s'est passé en 5 ans, c'est inégalable. Nous avons vu en matière de route ce qui a été fait. C'est plus de 1770 km, dont 910 en cours. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En matière d'école, de CSPS, c'est 60 millions d'actes médicaux qui ont été posés. Et on a injecté 104 milliards de francs en faveur des femmes et des enfants. L'objectif rappelé par le président de l'Assemblée nationale, parrain de la rencontre, est celui du parti au pouvoir et cette mobilisation des femmes augure une bonne perspective selon le président du parti. Nous avons vu, nous avons aimé, nous avons cru à leur capacité à nous accompagner utilement durant cette campagne qui va être une campagne très remontée pour aboutir à l'élection le 22 novembre 2022 du président du Faso. Et donc nous sommes venus les soutenir et leur dire merci. Acquis du quinquennat 2015-2020, bilan et perspective, c'est le thème de cette Assemblée générale des femmes du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Premier titre de ce journal, cette inondation dans le périmètre risicole de Bagrépol. 500 hectares de superficie sous l'eau et une baisse de la production en prévision. Sur le site, le directeur général des techniciens et des producteurs pour évaluer les dégâts et trouver une possibilité de relance de l'économie. Kounsoun Koulibaly et Tanga Fandou. Plus de 500 hectares de riz sous les eaux dans ce périmètre risicole de Bagrépol. C'est la conséquence de l'ouverture simultanée des 4 vannes du barrage, une contrainte du niveau excédentaire de l'eau sur l'ouvrage, des dégâts que le directeur général du pôle de croissance de Bagré est venu constater. Environ 10% de nos superficies rizicoles sont ainsi concernées. En entendant donc de consolider cette statistique, parce que c'est véritablement à vue d'œil que nous avons fait ces évaluations, sachant que des zones entières sont inaccessibles. Et 10%, c'est pas petit. Dans cette plaine risicole en chantier d'aménagement,
tout est entièrement englouti par l'eau. Et pour la direction de Bagré-Poul, cette situation aura pour impact direct une baisse des objectifs de production de l'année, une baisse estimée à plus de 2700 tonnes de riz. Une situation qui préoccupe les 600 producteurs impactés par l'inondation. L'eau a retiré nos sangs. Donc, on est là. Chaque jour, on vient, on le s'arrête, on le regarde. On peut rien faire. Beaucoup ont repiqué, mettre le premier engrais. C'est comme ça. D'autres ont repiqué, ils n'ont pas pu mettre les engrais. D'autres ont plané, ils n'ont même pas pu repiquer. L'eau est venue retirer. Donc c'est un problème vraiment qui nous préoccupe. Pour Joseph Martin Kaboré, cette visite de terrain a pour objectif d'évaluer les dégâts sur le périmètre et au-delà, afin d'élaborer un nouveau calendrier de production pour compenser les pertes subies par les producteurs. Et sur le site agricole de l'association Naftaba, c'est plutôt le Mungbin qui est en vogue. La variété qui y est produite augure de beaux jours. C'est donc logiquement que son promoteur a effectué le déplacement du 9 septembre dans les champs à la sortie nord de la ville de Waiguia. Kiswensida, Irene Kaboré et Moussaki. Du niébé en pleine formation de gousse sur une superficie de 3 hectares. C'est ici que l'association Naftaba de Boglia accueille le larlet Naba Tigré pour s'approprier la culture de Mungbin. Visite des exploitations de l'association, entretien avec ses membres. Le larlet Naba Tigré est là pour partager son expérience dans la production de cette légumineuse avec les 173 membres de l'association. Le Mungbin peut être produit aussi en saison sèche et il a des rendements vraiment d'1 tonne à 3 tonnes à l'hectare. Avec cette chance d'avoir la majorité de nos populations qui s'intéressent à l'agriculture, la faim peut être en tout cas boostée dans un temps record. Convaincus désormais du bienfait du Mungbin, les membres de l'association Naftaba s'engagent pour sa production de la campagne agricole prochaine. 6 hectares seront exclusivement consacrés au Mungbin selon son premier responsable. Nous sommes très fiers pour sa visite. Il est venu s'enquérir des difficultés que nous rencontrons. Il nous a prodigué certains conseils et nous en sommes très fiers. Les orientations qu'il a eu à nous donner, ça va beaucoup nous profiter puisque nous allons entreprendre l'année prochaine l'agriculture du Mungbin. La promotion du Mungbin, c'est aussi l'engagement du roi du Yatenga à qui le larlet Naba Tigré a rendu visite. Un entretien qui a permis aux premiers producteurs de cette légumineuse de souligner que le Mungbin a de beaux jours devant lui. L'égal accès à la terre, très difficile pour les femmes au Burkina, un droit pourtant consacré mais bafoué dans la pratique. Comment en assurer l'effectivité sans discrimination basée sur le sexe? Le sujet intéresse le département des droits humains et de la promotion civique. L'amélioration des modes alternatifs de règlement des conflits liés au foncier est l'une des pistes proposées par les participants à la rencontre. Les travaux de ce 9 septembre avec Roger Kam et Caroline Anwari. En 2 jours de travaux, il ressort que l'existence des textes de loi ne garantit pas toujours l'égal accès des femmes et des hommes à la terre. Pis encore, la situation se trouve exacerbée en cas de conflit lié au foncier, d'où la suggestion de privilégier les modes alternatifs de règlement des discordes autour du foncier. Nous sommes rendus compte que nous sommes dans un état de droit qui a ses règles, mais nous ne devrons pas ignorer que nous sommes un peuple africain, nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes qui régissent surtout ce domaine foncier-là. Nous avons des valeurs, des règlements de conflits par les chefs de terre, les chefs coutumiers, les chefs des villages, les anciens. Mais le problème est que ces règlements ne sont pas encadrés par un texte. Lorsque on reconnaît le droit à la terre à une femme ou à un homme, le chef de terre ne peut pas délivrer un document qui l'atteste. Et ça fait qu'à tout moment, on peut remettre en cause cet acquis-là. Donc, ils ont fait des propositions d'amélioration dans ce sens. En concertation avec des structures non étatiques engagées pour le même objectif de l'égal accès à la terre, le département en charge des droits humains prospecte toute autre piste de solution.
comme proposition justement, c'est d'améliorer donc la diffusion donc, des textes au profit donc, aussi bien du détenteur du droit, donc les femmes, les hommes, mais également le débiteur d'obligation, c'est-à-dire les services qui doivent travailler à assurer ce droit-là. Plus qu'un objectif, c'est un défi que se lance le département en charge des droits humains, l'égal accès à la terre comme aux ressources naturelles, étant expressément consigné dans tous les textes de loi y relatifs, sans oublier la Constitution et le Code des personnes et de la famille. Et pour les élus locaux, c'est tout le foncier rural qui est en question, avec l'impératif besoin d'une sécurisation. La loi 034 sur le sujet est objet d'une formation initiée par le Conseil régional du Centre et ses partenaires. 48 heures durant, la trentaine de participants a pu renforcer sa compréhension sur les dispositions de ladite loi. La fin des travaux avec Nongba Kouda et Isia Kanana. Les élus locaux de la région du Centre s'approprient ici la loi 034 portant un régime foncier rural au Burkina Faso et ses principales innovations. C'est une session de renforcement de capacité en vue de mieux outiller ces élus et faire face aux défis de la sécurisation des terres en milieu périurbain. Il y a des dispositions dans cette loi-là qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la terre. Donc ça, c'est l'objectif 1. Il y a également le fait que il faut que lorsque nous avons accédé à la terre, que nous puissions nous sécuriser. Lorsque nous sommes sécurisés, que nous puissions investir conséquemment pour produire. Voilà, donc cet investissement va permettre de booster les productions agro-silvo-pastorales. Les enjeux de la sécurisation des terres en milieu périurbain, les procédures administratives d'acquisition des titres fonciers, ce sont entre autres modules qui ont donc été dispensés à la trentaine de participants. Dans la région du Centre, surtout au niveau des communes rurales, il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés liées à l'exploitation, à la gestion des terres. Donc il était opportun pour nous, avec l'accompagnement financier du consortium Helvetas SNV, qui nous a permis en tout cas d'organiser cette formation-là. Le fait que nous avons eu cette séance de sensibilisation, nous allons savoir comment il faut gérer pour ceux qui demandent de sécurisation de leur domaine pour servir de l'élevage ou de l'agriculture et de l'environnement. Donc c'est vraiment un bon atelier pour nous de pouvoir vraiment assurer la continuité des services au niveau de la mairie. Cette session de formation de 2 jours se tient dans le cadre de la politique de renforcement de capacité des élus du Conseil régional du Centre. Une nouvelle qui réjouit transporteurs et usagers de la RN4, le lancement des travaux de la portion Gunguin-Fada Piega, frontière du Niger, une route depuis longtemps dans un état de dégradation avancée. Les travaux consisteront en une réhabilitation et un renforcement du tronçon. Ils sont prévus pour débuter le 19 prochain. Mathias Nikema et Ibrahima Assanou. La route nationale numéro 4 ou le cauchemar des transporteurs. Nous sommes à la sortie de la commune de Gunguin. Ici commencent les calvaires de tous ceux qui veulent aller à Fadangourman ou continuer à la frontière du Niger. Le tronçon Gunguin-Fada fait environ 50 km. Pour le parcourir, il faut mettre au minimum 2 heures de temps. Bon, je suis togolais. Souvent je voyage sur Niamey. Et tu paies péage. Péage là, on paie ça à 7500 ici quand tu arrives. Mais il faut voir l'état de la route. Donc tout ça là, ça nous fait mal. Donc s'il peut améliorer, peut arranger la route. Bon là, tout ce qu'il veut là, nous aussi on donne et on a le cœur en paix. Si on veut parler vulgairement, c'est vraiment le calvaire. Le calvaire parce qu'on ne peut même pas faire 20 à l'heure. C'est vraiment, la voie est totalement abîmée. On se demande comment les gens même se débrouillent pour passer parce que moi ça vaut déjà plus de 2 ans que je suis passé sur la voie. C'est pas moi, wallahi, c'est gâté. C'est un peu, wallahi. Les pannes sont récurrentes sur ces axes et sont de plusieurs natures. Ces conducteurs viennent d'échapper de justesse à un tonneau. C'est notre centrale qui avait cassé derrière. Donc on a arrangé ça et puis venu ici encore. Devant aussi c'est cassé. On veut travailler mais il n'y a pas voie. C'est panne de gasoil. Souvent je mets 70 000 là.
ils arrivent à Fada. Maintenant, il faut regarder descendre le trou là. C'est premier, deuxième. La zone est finie ici. Ça vaut 45 km comme ça là pour arriver à Fada. Tu vois. Si ce n'est pas 30 litres et 35 000 que tu vas mettre encore. Le transport aussi ne va pas augmenter à cause de la route aussi. S'ils pouvaient nous aider, en tout cas, pour nous, c'est très bon. Annoncé à plusieurs reprises, le lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Gunguin-Fada-Piega, frontière du Niger, est encore annoncé pour ce 19 septembre. Et les attentes sont nombreuses. Une chose est de lancer, une chose aussi est de commencer les activités. Il ne faudrait pas que ça soit lancé. Et on attend sans suite. Bon, on s'est dit qu'on a espoir. Nous attendons vivement que ce lancement-là ait lieu et que surtout que ce soit un lancement qui soit suivi immédiatement du démarrage des travaux. Et que les populations ne soient pas encore dans l'attente d'un démarrage éventuel. Ce tronçon de la RN4 est long de 218 km. Il est situé sur l'un des corridors communautaires du réseau routier de l'UEMOA. Son bitumage va sans doute contribuer au désenclavement et au renforcement des échanges entre le Burkina et le Niger. Dans un autre registre, nous parlons de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Les hauts-commissaires en sont des acteurs clés et pour mieux accompagner le processus d'implémentation du système, leurs capacités sont renforcées ce 11 septembre. Il s'agit de faire connaître concrètement la politique et ses outils de mise en œuvre. Roger Kam et Oumou Sissé. L'opérationnalisation réussie de la politique nationale de protection sociale passe nécessairement par une connaissance du concept. C'est pourquoi le Conseil national de la protection sociale a entamé depuis quelque temps un renforcement de capacité des différents acteurs intervenant dans le processus d'implantation de cette politique. Ce vendredi 11 septembre, c'est au tour des hauts-commissaires d'être outillés sur le concept de la protection sociale ainsi que des mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre. Les hauts-commissaires jouent un rôle important dans la coordination donc, de la mise en œuvre des actions de protection sociale au niveau des provinces. Parce qu'ils sont membres donc, des cellules régionales donc, de la protection sociale. Chaque année, il y a un conseil qui se tient, donc il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe en matière de protection sociale dans les provinces. Depuis sa création en 2013, des acquis sont à mettre à l'actif du Conseil national de la protection sociale quant à l'atteinte des résultats en faveur des couches vulnérables. Il y a le programme Filets sociaux Burkina Sayam qui fait des transferts monétaires à l'endroit des femmes pour leur permettre de sortir de leur situation de vulnérabilité. Il y a également des transferts en nature. Des acquis enregistrent certes, mais des défis majeurs demeurent. Des défis de financement des activités de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale se lient au renforcement des capacités des acteurs, entre autres. Ils sont aussi désormais nantis des connaissances dont ils ont besoin pour s'installer à leur propre compte. 432 stagiaires constituant la 71e promotion pour le service national de développement de Badala. Les domaines d'apprentissage ont touché la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, l'électricité et la sécurité privée. La sortie officielle est intervenue ce 11 septembre en présence de Netizoum Bationo et Hélène Sebou. Après avoir passé haut les mains l'examen du certificat de qualification professionnelle, ces appelés du Centre de formation et de production du Service national pour le développement de Badala sont aptes à s'auto-employer. 432 au total, toutes filières confondues, ils constituent la 71e promotion. Ils reçoivent des mains de leurs marraines leurs attestations de réussite et leur permis de conduire. Nous sommes vraiment très satisfaits de cette formation car vraiment ils ont eu de bons formateurs pour nous. Donc ils nous ont bien formés, donc nous sommes très fiers et satisfaits pour ce qu'ils nous ont formés. Tout en félicitant les encadreurs pour les résultats engrangés, la ministre en charge des droits humains prodigue des conseils à ses filleuls. Humilité, courage sont les maîtres mots de son message. L'étape la plus difficile reste l'insertion socio-professionnelle.
il faut le travail bien fait. Et ce travail bien fait demande de leur part de la rigueur, la discipline et surtout de l'humilité. Nous pensons que même si toutes les préoccupations ne pourront pas trouver donc des solutions tout de suite, en tout cas, bon nombre d'entre elles pourront recevoir effectivement des solutions. Le centre de formation et de production du service national pour le développement de Badala a pour mission de former des jeunes en mécanique, maçonnerie, menuiserie, soudure, électricité et en sécurité privée afin de faciliter leur insertion professionnelle. Restons dans la boucle du Mouhoun pour cet échange entre la secrétaire générale du ministère de la Communication et les journalistes de la région. Présenter les missions du département de tutelle et recueillir les doléances des journalistes. Tels étaient les points d'échange que nous résument Yves Ramba et Aïcha Dianda. La secrétaire générale du ministère de la Communication, accompagnée de ses proches collaborateurs, échange à bâton rompu avec les journalistes de la boucle du Mouhoun. Cette rencontre est une démarche de proximité avec les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Les premiers responsables du ministère de la Communication appellent les hommes des médias de la région à plus de professionnalisme. Aujourd'hui, on est dans la région de la boucle du Mouhoun pour appeler l'importance, le rôle fondamental que le journaliste joue dans la transmission des informations, dans la diffusion des informations, dans ce contexte que nous voulons, en tout cas porteur de paix, de cohésion sociale. Pour ces journalistes venus des 6 provinces de la boucle du Mouhoun, ce genre de cadre est à multiplier. C'était vraiment des échanges directs qui nous ont permis tout de même de poser quelques problèmes. La question quand même de la formation, pour plus de performance donc des hommes de médias et aussi les quelques moyens, notamment roulants, et puis bon, les petits matériels comme les dictaphones et autres. Je pense que c'est des outils très nécessaires pour permettre aux uns aux autres, en tout cas, de bien vraiment faire le travail. La question de la subvention de la presse privée, la participation des journalistes des régions au prix Galien et aux IACO ont été entre autres sujets d'échange de ces cadres de concertation entre le ministère en charge de la communication et les acteurs des médias de la boucle du Mouhoun. Et pour les journalistes sensibles au conflit, il faut aller à la conquête du prix Pax pour le Sahel. La 4e édition est lancée depuis ce 12 septembre par le réseau d'initiatives de journalistes. 3 innovations majeures sont à noter, à savoir le rehaussement du prix par des trophées, l'instauration d'un prix spécial et la diffusion d'extraits d'œuvres des médias. Donc Bakouda et Pascal Akane. Que les réseaux d'initiatives des journalistes lancent le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit. Pour cette édition, les organisateurs annoncent 3 innovations majeures au cours de cette conférence de presse. Cette année, les lauréats seront mieux récompensés. Le RIJ a décidé de rehausser la valeur et la portée du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit par des trophées. En plus des attestations et des enveloppes financières émanant du RIJ et du matériel de production offert par notre partenaire la DVA, les lauréats de cette 4e édition repartiront avec des trophées. La deuxième innovation concerne l'instauration du prix spécial Kofi Ametepe du nom du premier coordinateur du RIJ en 2001. Le prix Pax Sahel est un concours ouvert aux journalistes des 3 pays du Sahel impactés par la crise sécuritaire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour l'édition de 2020, le prix Pax Sahel bénéficie de l'accompagnement de son partenaire traditionnel, la Deutsche Welle. Il vise à récompenser les meilleurs journalistes qui auront fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée au conflit. Pour cette 4e édition, les œuvres en compétition doivent avoir été produites, publiées ou diffusées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020. Les œuvres seront reçues du 15 au 30 septembre au siège du RIJ ou en ligne à la boîte mail du concours paxsahel@gmail.com.
cap sur la ville de Bobo-Dioulasso avec une célébration assez spectaculaire. Le Djambélé, vous le connaissez peut-être, est cette fête marquant le début du nouvel an chez les Bobo Mandara. La transition est marquée par des activités socioculturelles et une halte pour implorer les ancêtres en vue d'une excellente année. Immersion en un 10e jour lunaire au sein des Bobo Mandara avec Manekahien et Kadouroumen Ki. Le 10e jour du mois lunaire, un jour pas comme les autres. Pour bien de communautés, ce jour ne passe pas inaperçu. Nos ancêtres, ils sont des grands connaisseurs de la lune et puis de l'étoile. Donc ils connaissaient bien l'étoile. Donc ils avaient leur décompte, leur système de décompte qui tombait tout juste et ça ne ratait jamais. Le Djambélé chez les Bobo Mandara se veut la passerelle entre l'année écoulée et celle qui s'annonce. C'est un passage au nouvel an marqué par diverses activités socio-culturelles. C'est le bilan de l'année. Le bilan de l'année passée. Donc tout ce qui s'est passé, ceux qui sont morts, ceux qui sont nés, ceux qui se sont mariés, c'est toutes ces activités-là. Donc c'est comme si c'est la clôture de toutes ces activités-là et le début des nouvelles activités de l'année. Une année nouvelle qui se prépare sous le signe du raffermissement des cœurs et de la cohésion sociale. Le Djambélé est l'occasion rêvée pour penser les cœurs qui sont meurtris et taire les divergences sociales. Par exemple, s'il y a deux castes qui sont en bagarre, le Djambélé est l'occasion pour les griots et les forgerons d'intervenir entre les deux castes. Et en aucun cas, ni l'un ou l'autre des deux castes ne peut refuser. Parce que le Djambélé, c'est un retour aux ancêtres. Comme l'a dit tout à l'heure l'oncle, lorsqu'il y a le Djambélé, ce sont les femmes qui se réunissent dans un coin de tradition, comme par exemple la maison mère, qui se réunissent, qui récupèrent des boissons par famille, de la nourriture par famille. Et tout ce qui se mange à ce niveau-là, qui se boit à ce niveau-là, est fait pour demander pardon aux ancêtres pour toutes les bagarres qui se sont constituées pendant ces 1 an de vie commun que nous avons fait. Et les femmes, par exemple, qui sont en bagarre, qui ont ramassé leurs bagages, qui sont revenues chez leurs parents, on charge une griotte d'aller au niveau de sa belle famille, demander pardon au nom des ancêtres. Et c'est ainsi qu'au nom des ancêtres, on raccompagne la femme au niveau de son foyer, comme si on venait de faire son mariage. Véritable école de vie, avec des chants qui font la promotion d'une société vertueuse, le Djambélé, c'est aussi tout un art qui met en avant la beauté et l'élégance de la femme. Chaque mère de famille s'arrange de telle sorte que, pour que sa fille, si elle sort, qu'elle soit la plus jolie et la plus idéale. C'est culturel, c'est notre fête. Toute fille non encore enceinte peut y prendre part. Moi, j'ai 20 ans et j'espère que l'édition prochaine me trouvera dans un foyer. Moi, par exemple, j'ai dansé dans le temps, sans slip, avec les perles autour des reins, soutenues par un pagne, et sans soutien. On sortait les seins nus et on nous mettait autour du sein de la poudre qu'on avait mis dans de l'eau et on blanchissait le tour de nos seins avec. Mais aujourd'hui, bon, avec la modernité, les filles ont honte de sortir leurs seins. Et donc, elles mettent des soutiens avec. Sinon, dans le temps, ça permettait en tout cas à l'homme de dire « ça, c'est la femme que je veux avec les seins fermes que je veux ». Pendant la danse, les jeunes filles sont accompagnées par leur mère, par des griottes et des forgerons. Leur rôle étant de les aider à bien mémoriser les chants composés. Les perles portées autour des reins sont appelées kofis en langue bobo. De nos jours, les kofis se font de plus en plus rares et de plus en plus chers sur le marché bobolais et même national.
Le tas de cofis autour du rein de chaque jeune fille est estimé à 150 000 francs CFA, contre 10 000 ou 15 000 francs CFA dans le passé. Poursuite des cours d'histoire ce soir. Dans cette édition, nous nous intéressons cette fois-ci à la pénétration coloniale française et l'image controversée du Nabawoko du Boukari Koutou. C'est à travers un livre dont l'auteur est le docteur Lassina Simporé. L'œuvre a été présentée aux lecteurs, dont nos reporters Adama Giti et Oumar Azombre. Nabawobogo, Wogodogo et les Nassa Damba racontent les événements qui ont marqué le royaume de Ouagadougou le 1er septembre 1896 avec la pénétration coloniale française. À la faveur de l'expédition des lieutenants Voulé et Chanoine, Nabawobogo garde une image controversée selon le docteur Lassina Simporé. Pour les uns, Boukari Koutou a fui et pour les autres, il a résisté. L'auteur évoque également les 3 tentatives de reprise de la capitale Ouagadougou par Nabawobogo. L'ouvrage présente aussi tous les colons qui ont séjourné à Ouagadougou à cette période. Pour chaque acteur, nous avons essayé de voir par quelle route il est venu, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a séjourné dans la ville de Ouagadougou. Et ensuite, nous avons disserté un peu sur Nabawobogo lui-même. Est-ce qu'un putschiste, donc quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force? Ensuite, comment il a fini, puisque quand la colonne Voulé Chanoine est arrivée, il était obligé de quitter son fauteuil, de quitter son palais. Est-ce une fuite ou est-ce un repli tactique, comme on le dit? Et ce qui est aussi intéressant dans cet ouvrage, j'ai mis des annexes, comme la toute première carte de la ville de Ouagadougou, comme les traités signés par les Français, les traités signés par les Anglais. À travers Nabawobogo, Ouagadougou et les Nassa Damba, Dr Lassina Simporé veut apporter sa contribution à la connaissance de l'histoire du Burkina Faso. Je suis enseignant du secondaire, ensuite de l'université, et j'ai remarqué que les élèves et les étudiants ont un souci de documentation sur l'histoire nationale, parce que tout simplement il n'y a pas de documents. Donc je me suis mis dans la rédaction d'une série d'ouvrages et c'est le premier qu'on a dédicacé ce soir. Et enfin, j'occupe des fonctions importantes au niveau du ministère de la Culture et je voulais donner l'exemple. Vous savez très bien que le président du Faso a invité le 11 décembre 2019 à une sorte de réécriture de l'histoire générale du Burkina. Et donc cette histoire relatée ici par le docteur Lassina Simporé dans un style simplifié, ce qui rend accessible effectivement aux plus jeunes, parce que le défi aujourd'hui, c'est l'enseignement de notre histoire à la jeunesse. Le livre de 88 pages est subdivisé en 3 chapitres. Il est préfacé par Edouard Ouedraogo. Docteur Lassina Simporé est maître de conférences d'archéologie africaine à l'université Joseph Kizerbo. Nabawobogo, Ouagadougou et les Nassa Damba est disponible dans les librairies au prix unitaire de 5 000 francs CFA. La pêche sportive, elle aurait bien des attributs encore ignorés par bon nombre de personnes. Et pour la promouvoir, une association de pêcheurs en ligne qui valorise l'activité par des compétitions. Plus d'informations sur la discipline avec Yacouba Gogo et Salif Belem Junior. Après une semaine de travail bien chargé, Denis Kafando peut vaquer à son sport favori, la pêche sportive. Sur sa moto, muni de son matériel de pêche et en compagnie de ses camarades, il met aujourd'hui le cap sur l'Umbila. Pour lui, la pêche n'est pas que divertissement, mais aussi un sport technique, physique et de sang-froid. Elle demande un mental d'acier, la patience pour voir le poisson mordre, l'énergie et une bonne condition physique pour le faire sortir de l'eau. Passer toute une journée au large des rivières et des barrages à traquer des poissons. Quand tu sens le poisson avec la canne dans ta main, c'est du vrai bonheur. Ça fait du bien. Quand je pêche, je me sens à l'aise, je suis libre. Je peux penser librement comme je veux. Voilà, je me sens vraiment, je sens du bien quand je suis au bord de l'eau. Pour ne pas rester en ville, avec tout ce qu'on connaît de la ville, venir au bord de l'eau, tu es tranquille, tu es relax, il y a l'air frais, il y a beaucoup d'intérêt dans la pêche sportive. Ça cultive l'homme.
ça te rend patient. C'est pas fatigant, mais rester à la maison c'est plus fatigant que de venir au bord de l'eau. Si tu restes à la maison, je ne sais pas ce que tu peux faire. J'ai pris la pêche avec mon papa. Sinon, on ne peut pas aller à la pêche. Mon absence. Donc, la pêche, ça m'a plu. C'est pour cela que je suis dans la pêche comme ça. Bon, la pêche, ça apprend beaucoup de choses. Comme quoi? Bon, si tu es un pêcheur, sincèrement, tu peux pas t'énerver vite. Voilà. Si tu es un pêcheur, tu ne peux pas t'énerver vite parce qu'il faut être patient pour attendre le poisson. Donc, ça se passe comme ça. Lancer son hameçon est devenu un véritable sport amusant de tous les âges, parfois même compétitif. Réaliser les plus grosses prises, pêcher le plus de poissons possible en un temps record, c'est tout ce qui fait la beauté de cette discipline sportive. Voilà, au moins 5 cannes ici. Si déjà soulever une canne tous les 2 minutes, je sais que toute la journée j'aurai des crampes même au niveau des bras. Donc, et puis le transport du matériel fixé, aller à gauche, à droite, je crois que ça, c'est du sport. La pêche sportive, c'est des poissons qu'on doit prendre et puis prendre des photos et puis relâcher. Mais ici, il y a beaucoup de nos barrages qui se tarient. Donc si tu le prends, tu le mets, donc on gagne rien dedans. Donc c'est pourquoi on les consomme. Ici, c'est l'endroit où Denis Kafando ne peut pêcher que des anguilles. Après une attente de 15 minutes, vient la première prise, ensuite la deuxième, puis la troisième. Et c'est ainsi que la bourriche de Denis se remplit. Comme pour n'importe quel autre sport, il faut être détenteur d'une licence pour pratiquer la pêche sportive dans certains pays. Mais au Burkina Faso, avec l'absence d'une fédération sportive de pêche, une simple autorisation appelée permis de pêche suffit pour se lancer. Les nationaux, ça fait 2500 francs à partir de la date de délivrance, 12 mois. Et pour les non-burkinabés, ça fait 10 000 francs. Catégorie aspect sportif. Parce qu'il y a plusieurs catégories de pêche. L'association des pêcheurs à la ligne du Faso, créée depuis 2005, travaille à asseoir une fédération avec ses milliers de membres au Burkina. On est en train de faire des sous-sections de l'association dans quelques régions pour pouvoir adhérer à faire une association et une fédération de pêche à la ligne au Faso. En tout cas, on est là-dessus, mais on pense que d'ici là, on aura les documents nécessaires pour ça. Quoi qu'on dise, la pêche sportive au Burkina présente une valeur ajoutée du point de vue de la santé physique et mentale. Elle participe aussi à l'économie nationale de par le paiement des redevances et d'autres dépenses connexes. Mais les poissons pêchés sont interdits de vente dans le cadre d'une pêche sportive. Quelle qu'en soit la quantité que nous gagnons, c'est pour la famille, pour les amis. Voilà, parce que si on va essayer de vendre ce que nous dépensons, le kilo peut être à 1000 francs, mais ce que nous dépensons, si on veut gagner un gain, le kilo peut aller jusqu'à 4000, 5000. Donc c'est pas que le truc qu'on ne peut pas commercialiser, c'est juste le plaisir seulement. Mais il y a des fois même on part, on ne gagne rien, mais on est toujours dedans. Preuve que ce sport à la canne reste un véritable combat où l'homme affronte sa proie dans le respect le plus total de son adversaire. Et ça s'appelle le fair play. Et hors de chez nous au Mali, la junte a finalement obtenu l'adoption d'une charte politique fixant à 18 mois la période de la transition. Le chef de la junte s'est d'ailleurs engagé à instituer un gouvernement pour rétablir un pouvoir civil. Dans les détails, la charte indique que le chef de l'État par intérim peut être civil ou militaire et que la transition sera suivie d'élections. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié est officiellement en lice pour la présidentielle du 31 octobre. L'ex-président a reçu ce jour l'investiture de son parti, le PDCI-RDA. Après des divergences sur un virage générationnel, Bédié semble avoir finalement réussi à convaincre. Henri Konan Bédié officiellement en lice pour la présidentielle ivoirienne du 31 octobre. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a reçu samedi l'investiture de son parti, le PDCI-RCA. Une simple formalité puisque le candidat de 86 ans a déjà déposé son dossier à la commission électorale ivoirienne à la fin du mois d'août. Après quelques divergences au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui souhaitait opter pour un virage générationnel, Bédié n'a finalement pas mis longtemps à convaincre tous les partisans.
Ses adversaires, eux, contestent cette candidature car en tant qu'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié détient un siège au Conseil constitutionnel. Renversé par un coup d'État militaire en décembre 1999, Bédié a pourtant rédigé une lettre de renoncement à son siège. Mais voilà, celle-ci est datée du mois de juillet, alors que le code électoral exige qu'elle soit écrite au moins 6 mois avant une élection. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la validité de toutes les candidatures d'ici le 16 septembre. En bref, et en sport, sachez que l'étalon triple sauteur Hugues Fabrice Zango règne sur l'Hexagone. Champion de France en titre, il a conservé son avantage grâce à un triple saut effectué à 17,33 m. Il faut rappeler que le Burkinabé, meilleur triple sauteur africain de tous les temps et médaillé de bronze aux mondiaux de Doha en 2019, a remporté la médaille d'argent mardi dernier au meeting international d'Ostrava en République tchèque. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.